Hello, bonjour. Habari za leo. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet Action Festival 2023 de Rise Africa. Il rassemble des acteurs, des penseurs pour des villes durables. C'est la 3e édition de notre festival en ligne. Il rassemble des pratiques, des visions, des pensées, des réflexions du continent entier. Les villes que nous voulons est notre thématique. Cela reflète la vision de l'Union africaine, à savoir l'Afrique que nous voulons. C'est un appel de l'Afrique pour du changement, mais cet ordre du jour ne répondait pas à l'urbanisation comme une force positive pour améliorer la prospérité, l'inclusivité et le bien-être environnemental sur le continent. Nous avons besoin de davantage d'emphase sur le rôle des villes et appeler à l'action. Ce festival vise à répondre à ces défis. Les villes que nous avons s'étendent, elles sont inventives, elles répondent aux crises actuelles en révélant le potentiel des femmes, par exemple. Les villes que nous voulons sont culturelles, modernes, s'adaptant au changement et innovantes. Nous allons faire de ces villes une réalité grâce à l'apprentissage, la collaboration et en amplifiant les actions quotidiennes de la population qui façonnent leur propre ville. Le festival vous invite à forger de nouveaux partenariats, à faire l'expérience de nouveaux concepts, à chercher des moyens de faire des ponts entre le domaine politique, privé, etc., etc. Ensemble, pénétrons dans cet espace de façon un peu poétique. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters, not raised ideally, but we're still proper. Carrying dust of townships on our skins, unwashable identities and unsolvable complexes, crisscrossing each other with dance, loving where hatred has tried, succeeding where governments have failed. I see monuments in this life standing here, deities to be worshipped after now, each one gods in their own rights, kings and queens of the yellow and black. We live here together, synchronized dreamers in a city that never sleeps. If there is still one person left grinding on the streets, when you write about a place like Lagos, you do not convolute the language. Come meet us where joy has found us, on the streets where art has found voice, in dance theaters raised on canals, and open mics staged on wooden bridges. I found my cities here, in the people, full of life, each one a road rager, each one a mouthful of curses, each one a mouthful of blessings, each one a hand full of blessings, because that's how it ought to be. Bon après-midi à tous et à tous et bonne journée de l'Afrique. Je m'appelle Blake Robinson. Je suis à Utrecht, aux Pays-Bas. Notre session aujourd'hui, desservir les bidonvilles, approche alternative en matière d'infrastructure dans les quartiers informels, est une collaboration avec l'Université au Cap et notre université ici aux Pays-Bas. Donc voilà notre deuxième session à Rise Africa. Et vous allez pouvoir retrouver notre dernière session sur YouTube. Notre équipe ici à l'Université d'Utrecht et le Centre africain pour les villes. Donc nous avons Edgar Peterson qui est le chef d'équipe, Ernesto Makina et Tineshu Kanos Samvahira qui sont avec nous aujourd'hui. De l'autre côté, pour l'université, nous avons Martin Heyer, moi-même et ma collègue Josie Chambers qui est aussi avec nous aujourd'hui. Donc, notre projet, les centres urbains africains, nous avons eu une conférence. L'objectif était de
faire valoir les innovations en cette matière. Nous avons créé des bannières et sur les bannières, il y avait des histoires d'innovation partout sur le continent euh, qui parlaient de l'infrastructure durable. Nous avons fait davantage de recherches au cours des mois suivants et sur notre site web, vous allez pouvoir voir nos études de cas en matière de solutions durables pour les villes. Et nous pensons que c'est une étape importante pour un avenir durable, de pouvoir utiliser nos propres idées pour développer notre continent. Donc, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la session et nous allons vous faire visiter notre site web. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter nos intervenants. Donc, Abigail Aruna de Clean Team Ghana, Esther Fabgo de Recyclers Nigeria et Greg Midland de l'Afrique du Sud. Liteboho Mikele sera notre hôte aujourd'hui. Elle est directrice de programme de Ville Résiliente, du programme Ville et Résiliente pour le réseau South African Cities. Elle a 20 ans d'expérience dans le privé, dans le secteur privé et public avec une expertise en infrastructure de ville. Donc, je vais maintenant donner la parole à Liteboho Makehel. Merci beaucoup, Blake. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde, en fonction de où vous êtes dans le monde. Que vous soyez dans une ville où il y a des matatu décorés ou bien une ville où vous prenez un taxi ou un taxi plutôt et où vous devez crier à gauche, s'il vous plaît, pour pouvoir descendre. Ou bien peut-être que vous venez d'une ville où vous n'avez peut-être jamais eu peur de se faire frapper par, de devoir partager les toilettes avec 50 familles dans le quartier, ou bien de devoir marcher entre les déchets qui sont mauvais dans la rue. Peut-être que vous habitez dans une ville qui n'est pas sûre. Nous avons tous des problèmes dans nos villes ou peut-être que vous n'avez aucun de ces problèmes dans votre ville. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette session, desservir les bidonvilles. Nous allons essayer de trouver d'autres solutions pour ces quartiers informels. Nous allons voir ces solutions à travers les yeux de personnes qui s'engagent dans cette lutte et que cela peut avoir un impact positif sur ces vies. N'hésitez pas de vous engager, de poser des questions dans le chat. Après les présentations, vous aurez l'occasion de parler avec nos panélistes si vous le souhaitez. Nous avons 3 intervenants ce matin. Nous allons commencer sur la côte ouest avec l'équipe Clean Team. Ils font un travail à Gumasi, au Ghana. Ils ont un service de sanitation, d'assainissement. Donc, d'abord, nous allons parler avec le PDG de Clean Ghana Limited, une entreprise qui fournit des toilettes à des communautés. Elle a fait des études en géographie et elle a 10 ans d'expérience dans l'assainissement
et dans la santé occupationnelle. Et elle fournit des toilettes à travers l'Afrique. Donc, si vous cherchez une mentor dans cette matière, vous pouvez toujours rejoindre Abigail. Je vous donne la parole maintenant, Abigail. S'il vous plaît, oh, pardon, mon micro a été coupé. Merci pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, pour expliquer ce que je fais, j'ai quelques diapositives que je voulais partager avec vous. Et je vais pouvoir vous donner plus d'informations sur ce que nous faisons. Est-ce que vous voyez bien les diapositives? Oui, Abigail. Donc, je pense que vous avez tout dit sur moi, donc je ne vais pas rajouter, mais je vais vous parler de Clean Team et du travail que nous faisons. Donc, dans votre introduction, nous sommes basés à Kumasi. Nous avons commencé notre travail en 2012, il y a 10 ans dans notre business. Kumasi est la deuxième ville plus grande au Ghana, avec 3,5 millions de résidents. 40% de ces personnes utilisent les toilettes publiques. Moins de 10% sont connectés à un système SeaWed. Ils ont des fosses septiques, sinon ils doivent utiliser des toilettes publiques. Donc voilà quelques photos de notre situation sanitaire. La première photo est d'une latrine creusée, c'est public. Nous en avons aussi dans les maisons parfois. Nous avons aussi parlé des toilettes à la vol. Donc, on voit ça souvent dans des quartiers informels. Et ici, à côté gauche en bas, ce sont les gens qui font la queue pour utiliser les toilettes publiques. Donc, nous voyons ça souvent le matin et le soir. Et les toilettes qu'on peut, plus modernes, tout le monde n'a pas accès, souvent parce que c'est trop cher ou parce qu'ils n'ont pas d'espace pour ça. Et donc, toutes ces personnes sont obligées d'utiliser d'autres manières pour se soulager. Et donc, Clean Team leur permet de faire ça dans l'intimité de leur maison en leur fournissant des toilettes. Donc, c'est une toilette durable. Tous nos clients ont juste besoin de peu de place pour stocker ces toilettes et n'ont pas besoin d'eau et pas besoin d'électricité. Donc, il y a l'urine est séparée des selles, comme vous voyez sur la photo à droite. Donc, ici, nous voyons où l'urine est collectée et les selles dans le conteneur noir. Et nous fournissons aussi un additif qu'ils peuvent mettre sur les selles pour protéger les selles pour le prochain usage. Quand les gens ont Donc, ensuite, les clients vont pouvoir disposer de l'urine eux-mêmes. Ce n'est pas si compliqué parce que c'est assez normal pour les gens d'apporter des pots dans leur chambre la nuit. Mais souvent, les gens ne veulent pas s'occuper de leurs propres déchets.
Donc, il y a un forfait, à peu près 7 dollars par mois pour avoir les toilettes à la maison. Donc, voilà comment notre modèle travaille. Donc, nous installons les toilettes chez le client. Ça prend à peu près 15 minutes. Nous avons une équipe qui vient récupérer les déchets 2 fois par semaine pour récupérer les déchets. Donc, nous avons les camions qui font ça dans les différents sites. Ensuite, on les met dans un plus grand site qui les emmène dans un site où les conteneurs sont vidés et nettoyés. Les bénéfices environnementaux, nous collectons 100 tonnes de déchets par mois. Normalement, ces déchets se retrouveraient dans les quartiers et causeraient des problèmes de santé comme le choléra et le typhoïde. Mais nous prenons ces déchets et nous les transformons en compost. Depuis les 10 dernières années, depuis que nous avons commencé nos activités, nous n'avons pas eu des cas de choléra. Et aussi, je pense que c'est grâce à notre travail. Les déchets que nous récupérons protègent les habitants de ces quartiers. Nos clients sont ravis du service que nous offrons. Donc, vous pouvez voir des photos de nos clients ici. Nous travaillons avec 3400 foyers avec nos toilettes et 17 000 toilettes. Nous vendons des toilettes tous les jours et nous espérons avoir vendu jusqu'à 4 000 et d'ici 2026, 5 000 foyers auront nos toilettes. Nous espérons créer un business durable. Voilà une photo de nos employés lors de notre fête de 10 ans, de notre anniversaire de 10 ans. Nous sommes tous très passionnés de notre travail et je suis très fière du travail que nous faisons. Nous avons plus de 65 employés à temps plein. Ils s'assurent que nos clients sont bien servis et que les déchets sont récupérés et de façon sûre. Donc, voilà ce que nous faisons, un résumé. Merci beaucoup pour votre présentation, Abigail, et de nous montrer une approche alternative pour les défis d'assainissement à Kumasi. Vous avez atteint beaucoup des objectifs durables, surtout en matière de santé, parce que c'est très important. Beaucoup de nos participants aujourd'hui, j'imagine qu'ils sont très intéressés d'entendre les perceptions des clients. J'imagine que tout le monde veut des toilettes modernes, mais comment est-ce que vous avez des clients? Est-ce que c'est du bouche à oreille? C'est comme ça que vous avez vos clients? Donc, nous allons pouvoir vous poser ces questions plus tard. Donc, le prochain intervenant, je ne sais pas si Esther est parmi nous. Si vous êtes là, faites signe. Oui, oui, je suis là. Nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest et nous avons passé au-dessus du Ghana, du Togo, du Bénin pour aller jusqu'au Niger et entendre le témoignage de Esther Fakmo, développeuse d'activités à Nigeria Limited, une entreprise à but lucratif pour convaincre qu'il faut utiliser des services de recyclage dans des zones très peuplées. Elle a aidé via des kiosques de recyclage dans différentes villes. Elle a réussi à forger des partenariats avec de grandes marques locales et nationales. Elle a créé un contrat avec les États de Sahara et d'autres fonds pour
avancé en la matière. Grâce à la Fair Plastic Alliance et à son travail, elle a réussi à créer un système d'économie circulaire inclusif qui aide à la dignité. Elle est à la tête d'une équipe de 52 bénévoles. Esther, vous avez la parole. N'hésitez pas à partager votre présentation. Merci de m'avoir invité. Je ne suis pas au Nigeria pour le moment, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je ne suis pas dans ma zone de confort, mais c'est à moi de faire la présentation. Donc, merci encore de m'avoir invité. J'aimerais partager mon écran, mais j'essaye de vous rejoindre par mon ordinateur, sinon je l'enverrai à Anne-C pour qu'elle puisse la partager pour moi. Je ne sais pas si c'est possible. Je l'ai déjà envoyé d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. L'idée derrière Recyclers est Iya Daniel. Iya Daniel a 3 enfants et avant d'être à Recyclers, elle gagnait $20 par mois. Et elle n'arrivait pas à terminer les fins de mois. Donc, ce que nous faisons à Recyclers avec le plastique et d'autres déchets, elle a commencé à travailler avec nous. Et en décembre 2020, nous avons mené un exercice où les Recyclers mènent en œuvre des mesures incitatives avec du cash. Et en décembre 2020, donc, Yabania a rassemblé plus de $2000 et maintenant, elle a acheté une portion de terre et elle est en train de construire sa propre maison. Et nous avons fêté ça avec elle, bien évidemment. Cette histoire n'en est qu'une parmi toutes les histoires qui sont inspirées grâce à Recyclers. Pour moi, je suis dans l'équipe d'organisation et je suis ravie de voir que nous donnons des opportunités aux femmes. Elles peuvent payer des études à leurs enfants grâce à ce salaire. Et elles gagnent plus que le salaire minimum au Nigeria. Donc, c'est vraiment merveilleux. En Nigeria, comme dans de nombreux pays africains, nous produisons beaucoup de déchets plastiques. Merci de partager la présentation avec moi. Plusieurs millions de tonnes de plastique sont générées et seulement un très faible pourcentage est recyclé. Dans des villes qui ont un fort taux de chômage, et maintenant, grâce à notre système, Thank you. That's Iya Daniel all. Okay, yeah, so this slide, yeah, so they're dumping of waste, they dump it anyhow, they burn the waste, and then nous pouvons avancer dans la collecte de déchets. Les déchets créent des problèmes environnementaux. Il y a eu des incendies créés il y a quelques années et la population ne peut pas vivre dans ces conditions. Donc, nous avons trouvé une solution and our solution is et notre solution est la suivante. Les recycleurs aident à collecter les déchets. Nous avons développé des tricycles pour aller dans les différents villages pour essayer de collecter les déchets. Et vous pouvez utiliser votre smartphone pour dire que vous avez des déchets à recycler.
and that's another 10 points. That's like 20 et points. So vous you get obtenez des points. today you brought 10 points added to your previous 10 points, and today it is 20 points. So that way, we are able Avec ce système de points, on arrive à collecter des déchets. Et ces points, à la fin du trimestre, en avril, août et décembre, on offre du cash à nos abonnés. Very soon, we look at converting Et it on essaye de mettre en œuvre ces mesures incitatives pour recycler davantage. Avec nos solutions, nous pouvons financer plus de 20 000 foyers et nous convertissons des tonnes nous recyclons des tonnes de déchets, plus de 9 500 tonnes. Il y a plus de 100 000 bénéficiaires et nous avons créé 200 emplois directs pour des recettes en 2019 atteignant 420 000 $. Donc, vous voyez combien on peut faire grâce au recyclage du plastique et toute la valeur qu'on peut créer à partir de ce qu'on appelle des déchets. Et nous avons réussi à créer notre premier financement de taille de 2 millions de $. Et cela va créer 800 emplois davantage au Nigeria. On dessert 23 lieux dans la ville de Lagos, qui est la plus grande ville de Nigeria. Après, il y a Adamawa, Abuja. Et ensuite, nous allons essayer d'étendre ce programme à d'autres villes pour que la population ait l'occasion de recycler ses déchets. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout pour moi. Je suis ravie d'avoir fait cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you so much, Esther. And I'm sure there are lots of people in the Je suis audience. certaine que beaucoup de personnes aimeraient tirer des leçons de ce que vous faites et pouvoir tirer des parallèles avec leur propre ville. Maintenant, nous allons passer à notre dernier orateur qui va nous parler de la côte ouest, qui va nous amener jusqu'au sud de l'Afrique, un peu dans les terres. On va arriver au quartier informel de Disloop. Certains en ont peut-être entendu parler ou pas du tout. Ou peut-être que vous faites l'expérience de cette crise d'énergie en Afrique. Et on va voir l'impact que cela a sur de petites entreprises et autres. Mais comme Greg va vous le présenter, le partage de la charge n'est pas facile lorsque vous n'avez aucun lien, aucune relation. Greg est le directeur de Disego, un développeur de panneaux photovoltaïques dans des quartiers informels en Afrique du Sud. Grâce à son aide, Disego a fait des progrès incroyables pour fournir accès à l'électricité pour des sociétés défavorisées. Cette entreprise est accréditée au Royaume-Uni et Greg a beaucoup d'expérience dans le secteur et dans des projets d'ingénierie et dans la gestion commerciale. Il est passionné par les projets et activités énergétiques et il a beaucoup d'expérience dans le développement et la gestion de projets énergétiques à succès, notamment dans les énergies renouvelables. Nous nous réjouissons de votre présentation, certainement très intéressante. Merci de nous expliquer comment vous donner accès à des solutions d'énergie solaire. Vous avez la parole. Merci pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Greg. Je suis le directeur de Disego. Comme cela a été dit, je suis un développeur de marché et basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous ayez une meilleure idée de ce que fait Disego pour répondre à la crise énergétique en Afrique du Sud et notre façon de travailler. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran?
Oui, tout à fait. Donc, Desego a été créé en 2016-2017. J'ai travaillé dans les énergies renouvelables et dans l'industrie de l'énergie. J'ai eu la chance de travailler à travers le monde, au Royaume-Uni, en Europe, sur tout le continent africain, depuis 10 ans sur le marché de l'Afrique du Sud. Durant la plus grande partie de ma carrière, avant Desego, je travaillais dans le développement et la mise en œuvre de projets énergétiques de taille. L'un des défis avec ces projets, les défis sont doubles. Cela prend beaucoup de temps et il faut beaucoup de ressources. Et donc, il faut passer à travers le processus de faisabilité financière. Et si l'un des projets arrive à la clôture financière, eh bien, vous aurez eu de la chance. De plus, outre le fait que ces projets soient de taille, le réseau dans les pays dans lesquels nous travaillons et dans lesquels nous vivons sont peu développés, où les pays sont très denses et la population n'a pas toujours accès à l'électricité. Les 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité sur le continent africain est même passé jusqu'à 700 millions, comme cela a été annoncé la semaine dernière à Cape Town. Donc, des millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité qui est disponible. Donc, voilà l'origine de Desego. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons installé des infrastructures pour desservir environ 8000 ménages. Et l'objectif est d'augmenter l'échelle de nos opérations pour arriver à 80 000 ménages dans les 5 années à venir en Afrique du Sud et au nord de notre frontière également et du continent. Ici, à gauche, vous voyez une image de nos tours solaires. L'autre photo aussi vous en montre une. Ce sont des tours de 5 mètres de haut. Elles sont contrôlées par un logiciel et chacune de ces tours dessert environ jusqu'à 16 ménages maximum. Pour les besoins électriques comme la réfrigération, l'utilisation de la télé. Et cette unité que vous voyez ici à gauche, et à droite, pardon, maintenant, vous voyez ici que ces tours permettent d'éclairer les rues la nuit. En Afrique du Sud, nous avons actuellement environ 3300 quartiers informels sans accès à l'électricité. Et cela est dû à plusieurs raisons, manque de capital, la terre sur laquelle ils sont situés peut être des terres qui ne sont pas réclamées ou qui sont privées, ce qui nous empêche de leur fournir un accès à l'électricité. De plus, il y a beaucoup de migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines en Afrique du Sud. Et on ne peut pas suivre ce rythme de l'urbanisation. Donc, voilà en quoi nous sommes utiles. Une fois que nous avons commencé à installer ces tours solaires, elles ont été installées à 70 mètres d'écart dans les villes. On s'est aperçu ainsi qu'il y avait des villes dans lesquelles les gens n'avaient même pas accès aux services de base. Nous sommes en cours de discussion avec LPG Gas pour pour fournir du gaz à certains quartiers. Et ici, vous pouvez voir une petite boîte noire en haut du mât de cette tour. Et nous sommes aperçus qu'en communiquant via nos tours, via le réseau GSM, en utilisant des cartes SIM, eh bien, la population dans ces communautés n'ont aucun accès à l'Internet. Ils ne peuvent utiliser Internet que via la 4G, ce qui coûte très cher en Afrique du Sud. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons mené un projet pilote dans l'un des 5 quartiers informels dans lesquels nous opérons.
et nous avons connecté des câbles de fibre optique entre nos tours pour industrier des routeurs, pour créer une forme d'Internet à haut débit. Et cela ne leur coûte que peu d'argent, ce qui vaut environ 25 centimes de dollars pour une journée d'utilisation d'Internet. Donc, au bout du compte, l'objectif est de fournir un certain nombre de services de base aux communautés dans lesquelles nous opérons. Et nous voulons bien évidemment croître et faire connaître une croissance à travers tout le continent. Vis-à-vis des objectifs de développement durable, nous contribuons à 9 des 17 objectifs de développement durable, la réduction de la pauvreté, l'accès à une énergie propre et abordable via des contractuels locaux, en apportant des emplois, en apportant l'utilisation de réfrigérateurs, en permettant aux familles de conserver leur nourriture. On réduit également la pauvreté. Et grâce à l'électricité, on peut utiliser moins de paraffine, de bougies au sein des logements, donc c'est également moins dangereux. On répond à l'objectif numéro 2, zéro faim. On permet aux enfants d'étudier à la fin de la journée grâce à l'accès à la lumière. Nous avons environ 120 employés à temps plein. Et je dirais que 90% de ce personnel est basé dans les communautés dans lesquelles nous opérons. Et nous avons créé un plus grand nombre encore d'emplois dans la construction. Grâce à l'éclairage de rue, outre l'éclairage de rue et nos tours solaires que nous installons gratuitement, nous offrons un environnement plus sûr pour la population la nuit. J'aimerais vous remercier pour votre attention et je me réjouis des questions que vous aurez. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à jeter un œil à notre site Internet et vous pourrez voir à quels produits nos clients ont accès. Merci beaucoup, Greg, de nous avoir montré ce que signifie l'électrification dans des communautés qui font face à un grand nombre de défis énergétiques. C'est incroyable de voir combien leur qualité de vie est améliorée juste en ayant accès à une source d'énergie. Merci à tous nos 3 intervenants. Abigail, Esther et Greg, vous avez montré les aspects pratiques et les solutions contextuelles qui existent en termes d'infrastructures installées dans les quartiers informels et combien toutes ces solutions peuvent répondre à des aspects, des défis sociétaux et atteindre des objectifs environnementaux également. Et cela améliore surtout la vie des personnes vivant dans ces quartiers informels et répond à leurs besoins économiques. Donc, merci une fois encore. Nous allons maintenant ouvrir la session questions-réponses. C'est la partie la plus intéressante parce que nous pouvons tous prendre part à la conversation. N'hésitez pas à lever la main en utilisant l'option Zoom. Vous pourrez ainsi prendre la parole et poser vos questions directement aux intervenants. Si vous êtes un peu plus timide, n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte de discussion pour que nous y répondions. Donc, je vais juste poser quelques questions pour débuter cette partie questions-réponses. Donc, voilà une question pour vous 3. Parfois, nous entendons et nous lisons le fait que les communautés précaires ont l'habitude de ne pas payer. Nous avons cette perception que si on habite dans un quartier informel, n'ont pas les moyens d'avoir certains services et n'ont pas envie de payer pour ces services. Et c'est pour ça qu'ils habitent dans ces quartiers informels. Est-ce que vous pouvez nous
parler de comment vous faites pour changer cette perception, pour offrir des services abordables à ces communautés précaires pour qu'ils puissent payer pour leurs services. Donc, comment avez-vous pu changer cette perception et offrir un service abordable? Allez-y, Greg. Donc, pour pouvoir offrir un service abordable à nos clients, nous avons regardé, nous avons voir, nous avons essayé de voir ce qu'ils payent à l'heure actuelle pour l'énergie, ce qu'ils payent pour se déplacer tous les jours dans ces magasins. Et donc, nous avons essayé de leur faire payer. Donc, c'était un paiement mensuel, abordable. Nous avons pris en compte la technologie, notre capital, pour pouvoir leur offrir un service abordable, mais aussi avoir un retour pour nos investisseurs. Nous avons aussi pris en compte le financement du gouvernement et jusqu'à présent, nous avons eu du succès. Un des facteurs qu'il faut s'assurer, contrôler dans ces environnements là où nous travaillons, bien sûr, c'est l'engagement de nos parties prenantes. Donc, nous faisons ça pendant la conception et bien sûr après pour s'assurer qu'on répond toujours aux besoins de nos communautés. Nous offrons aussi du travail pour des contractants et ça nous permet de travailler, d'avoir un permis pour travailler dans leur communauté. Nous sommes aussi très clairs dès le premier jour que nous n'offrons pas un service gratuit, que si quelqu'un veut ce service, il doit payer. On explique ça très bien avec toutes nos parties prenantes et dans nos communications quotidiennes avec nos clients. Nous essayons d'offrir un service de qualité pour le prix qu'ils payent. Si on offre le service, eh bien, nous voyons que si nous offrons un bon service, nous voyons que nos clients payent à l'heure. Nous n'avons jamais des situations de dette pour le client. Les paiements sont faits pour avoir accès au service pendant une période de temps, donc soit 2 semaines ou 1 mois. Donc, si le paiement est fait au début du mois, le client peut avoir confiance qu'il aura assez d'électricité pour les prochains 30 jours. Donc, les clients payent pour une période fixe. Tant que le client est mis en premier, tant que le service est de bonne qualité, nous voyons que la majorité des gens payent à l'heure. Donc, 75 à 85 % de nos clients payent à l'heure, de façon régulière. Merci pour ça, Greg. Je pense que votre modèle fonctionne bien dans votre contexte. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra, s'il vous plaît, et le garder allumé pour le reste de la période questions-réponses? Abigail? Et vous, comment faites-vous pour que vos clients payent de leur propre gré pour votre service? Donc, justement, j'ai écouté Greg et j'ai écouté Greg et si seulement on avait un modèle comme Greg qui fonctionnait bien. Malheureusement,
quand il s'agit de l'assainissement, c'est vraiment la dernière chose sur leur liste. Ce n'est pas une priorité. Les gens n'ont même pas un budget pour ça parce que les toilettes publiques, on paye quand on les utilise. Mais nos toilettes, on essaie d'avoir un prépaiement, mais malheureusement, quand ils ne payent pas, on ne peut pas aller leur confisquer leurs toilettes. Donc, malheureusement, nous n'avons pas cette technologie pour le moment. Mais plus de 70% de nos clients payent de façon régulière, mais certains ont des dettes accumulées. Donc, nous donnons à nos clients une période de grâce de 3 mois. Et dans ces 3 mois, ils doivent payer. Donc, disons que le premier mois, ils ne payent pas. Le deuxième mois, ils reçoivent un rappel. Donc, on essaie de les rappeler, de les guider, de leur montrer comment faire un paiement en ligne et leur mettre sur un plan de paiement. Mais si le client ne paye pas au bout du deuxième mois, nous allons leur confisquer les toilettes. Mais les clients parfois trouvent des façons créatives d'utiliser les toilettes même avec les pièces manquantes. Donc, nous avons des taux de défaut et nous avons vu ces taux augmenter pendant la pandémie. Parfois, on a dû annuler les dettes ou leur donner plus de temps pour payer. Et autre chose que nous avons fait pour rendre nos services plus abordables, nous avons essayé de trouver des façons innovatives pour baisser nos coûts de service. Donc, notre service est toujours moins cher que d'utiliser les toilettes publiques. Donc, pour une famille de 5, c'est plus de 180, c'est plus cher d'utiliser les toilettes publiques. Donc, nos toilettes coûtent à peu près 7 $ par mois et les toilettes publiques, c'est à peu près 15 $ par mois. Donc, c'est quand même moins cher. Et les familles comprennent que c'est moins cher et qu'ils ont le confort d'utiliser leur propre toilette à la maison, qu'ils peuvent le nettoyer et l'utiliser quand ils veulent. Et nos clients apprécient cela et ne veulent pas perdre ce service. Nous essayons aussi de trouver des façons créatives aussi, de s'assurer que nos toilettes sont moins chères que les toilettes publiques. Donc, peut-être que je pourrais parler davantage sur ce point si jamais on me pose des questions. Donc, initialement, on avait un additif chimique qu'on importait et c'était très cher. Mais à travers nos recherches, nous avons pu utiliser des matériaux locaux et ça a pu réduire nos coûts de façon importante. Donc, nous essayons toujours de réduire nos coûts, de rendre notre service plus efficace et de continuer à leur offrir un service abordable pour que les clients puissent payer à l'heure, même s'ils proviennent de communautés pauvres. Merci beaucoup, Abigail. Donc, vous leur donnez quand même une période de grâce pour payer et ensuite vous prenez contrôle de la situation si jamais ils ne payent pas. Donc, c'est bien de voir que c'est durable pour certains clients. J'ai un petit commentaire de Rémi. Est-ce que Rémi veut parler? Est-ce que vous avez envie d'allumer votre micro et de parler? C'est un bon commentaire. Il y a aussi une question sur les ressources publiques. Donc, il y a ce mythe que les gens n'ont pas envie de payer, mais les entreprises montrent que ce n'est pas vrai. Il y a aussi un autre mythe que beaucoup payent et qui peuvent couvrir le coût du service. Et les financeurs sont en train de pousser cette idée. Pour certains business lines, ça pourrait être vrai, mais pour d'autres, ce n'est pas vrai. Dans les pays riches,
on a subventionné ces services pendant longtemps. Et je ne sais pas pourquoi on est en train d'oublier cela aujourd'hui. Ces services doivent être subventionnés par le secteur public, mais en même temps, nous ne voulons pas non plus tuer l'expérience de l'entrepreneur et l'innovation. Mon secteur, c'est l'assainissement, mais je m'intéresse aussi à d'autres secteurs aussi. Merci beaucoup, Rémi. Esther, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Comment avez-vous engagé? Donc, vous collectez les déchets que vous revendez à des recycleurs. Est-ce que vous avez parlé avec les gouvernements à ce sujet? Okay, yes, we have. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oh, can you hear me? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Okay. So you engage with the local government. Donc oui, nous avons échangé avec le gouvernement local. Local government people in our area. In fact, the state government. So there is an agency in Donc Lagos il y that a manages une waste agence called Loma, à Lagos um, qui gère les déchets. Donc c'est une autorité de gestion de déchets. Chaque année, nous avons un abonnement que nous payons et nous sommes autorisés par le gouvernement pour récupérer les déchets. Donc tout ce que nous faisons, nous avons besoin du soutien du gouvernement et de l'autorisation. Si nous n'avons pas le soutien du gouvernement, vous ne pourriez pas avoir l'impact que vous souhaitez. Il faut trouver les agences locales qui s'occupent de la gestion de déchets ou dans le secteur où vous travaillez. Nous avons aussi reçu des financements du gouvernement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est un autre point positif quand on a le soutien du gouvernement, le financement. Merci beaucoup, Esther. Merci de nous avoir parlé de l'importance de travailler avec le gouvernement et d'avoir le soutien du gouvernement. Maintenant, nous allons prendre une question de Razaz et ensuite à Andani dans le chat. Bonjour. Merci aux trois panélistes. C'est des projets impressionnants. J'ai trouvé le travail sur microgrid très intéressant. J'ai deux questions rapides. La première, comment est-ce que vous pensez vous allez recolliser les masses pour avoir accès à votre réseau? Et deuxième question, avez-vous déjà travaillé avec des organismes qui ont le même modèle? Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît? La deuxième question, donc avoir le même modèle pour les clients qui cherchent un service, qui cherchent un service fiable, un service fiable. Donc, pour la première question, le délai pour un quartier informel pour qu'il soit électrifié, en Afrique du Sud, c'est à peu près 12 ans. Il y a pas mal de défis. Même si en 12 ans, nous avons pu mettre en œuvre le projet, la communauté est normalement doublée, triplée ou plus. Donc, une grande partie de la population de cette communauté n'aura même pas accès à cette électricité. Nous essayons de choisir des endroits où il n'y aura pas d'électrification du réseau pour au moins 5 ans. Parfois, il y a des communautés qui n'ont pas accès à l'électricité pour plus de 25 ans.
En termes d'offrir un service fiable, c'est un constant dans nos vies, malheureusement. Nous essayons de trouver des technologies alternatives qui pourraient offrir le même type de service pour des maisons en pierre. Il y a beaucoup de fournisseurs qui fournissent des solutions solaires dans les espaces commerciaux. Donc, notre défi est de trouver un modèle de technologie qui pourrait fonctionner dans les quartiers formels, et cela nous permettra d'offrir un service abordable à nos clients tous les mois. Greg. Yeah, the second. Greg. There's another Merci, question in Greg. the chat from Il y a une autre question dans le chat. Andani. Andani, would you like to Andani, est-ce que vous voulez poser votre question? Est-ce qu'on peut le lire? Okay, wonderful. Donc, s'il existe un mythe selon lequel les gens ne sont pas disposés à payer pour des services, ce qui est faux, comme le montrent ces excellents exemples. Notre business respecte les lois en Afrique du Sud. Nous avons une relation directe avec nos clients sans l'approbation de nos municipalités et de nos gouvernements. Et ce, parce que nos municipalités ont des droits exécutifs sur la distribution d'électricité. Ils n'ont pas des droits exclusifs. Donc, nos municipalités peuvent avoir des lois mais ils ne peuvent pas nous empêcher de mettre en œuvre nos projets. Ceci dit, il y a une politique de notre département et c'est pour une politique d'électrification d'endroits non habités. Nous sommes obligés d'avoir l'approbation de la communauté pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Donc, il y a certaines conditions auxquelles nous devons, quelques conditions que nous devons respecter dans ce cas-là. Mais avec l'engagement de parties prenantes, donc d'abord, avant de commencer un projet, nous engageons avec les communautés. Ils nous fournissent des informations sur la structure des leaders de la communauté. Nous engageons avec ces différentes structures. Donc, nous avons plus de 25 000 maisons informelles. Donc, nous avons pas mal de structures avec qui nous devons interagir. Et une fois que nous avons l'accord de toute la communauté, c'est à ce moment-là que nous commençons à instaurer nos infrastructures et à trouver des clients. Deuxième défi, prouver aux communautés que c'est une alternative à l'électricité en réseau, par opposition à la connexion électrique temporaire qui est fournie par la municipalité. Et donc,
Il faut vraiment leur faire comprendre ça. Autre défi, il y a eu des vols. Je dirais que la plupart des problèmes que nous avons rencontrés étaient le vol de câbles surélevés, et donc on a 40 mètres qui ont été volés. On a dû passer du cuivre à l'aluminium il y a environ 16 mois. Et on touche du bois. Aucun de ces câbles n'a été volé jusqu'ici. Notre infrastructure est très bien faite et plutôt acceptée par la communauté. Et autre défi, enfin, faire de la concurrence aux réseaux d'électricité illégaux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que notre concurrent principal est un concurrent illégal, mais c'est quelque chose que nous gérons au quotidien. Parfait. Merci beaucoup, Greg, pour cette réponse et pour savoir ce qu'il se passe dans votre contexte. J'aimerais maintenant poser une question à Esther. Comment est-ce que le marché du recyclage impacte votre activité et comment pouvez-vous vous adapter aux évolutions du marché du recyclage? Est-ce que vous encouragez les gens à faire la collecte et que vous allez ensuite revendre aux recycleurs? Donc, c'est ça que vous faites, mais comment est-ce que le marché du recyclage affecte vos initiatives? Okay. Esther? So, how Oui. because we sell. Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre. Okay. So because we sell to off-takers. Comme nous vendons for instance, à des recycleurs, of plastics would go down. nous comprenons que le prix des plastiques baisse et donc on n'obtient pas autant qu'on obtiendrait en temps normal du plastique. Donc avec le temps, ce que nous avons fait, c'est de ne pas avoir peur d'augmenter le prix à payer à nos abonnés. Maintenant, par kilogramme, on est à 20 par kilogramme. Donc, lorsqu'on augmente les prix, comme en suivant la tendance du marché, on sait qu'avec le temps, les prix vont rebaisser. Et parfois, les prix changent. Car certains recycleurs ont des gens qui leur fournissent du plastique. Et donc, ils achètent à un prix plus faible. Et lorsqu'on achète à un prix plus faible, eh bien, on ne va pas réduire ce qu'on paye à nos abonnés parce que les gens ne vous feront plus confiance. Donc, nous maintenons les prix incitatifs et nous attendons au moins 1 an avant de changer les prix. Même lorsque le prix augmente sur le marché, on ne va pas changer le prix automatiquement. Nous collectons le plastique, tous les types de plastique, le vert, le marron, tous. Et les bouteilles vertes et marron n'ont aucune valeur, en tout cas pas autant que les bouteilles bleues et blanches. Donc, on ne va pas dire aux abonnés de ne pas amener de bouteilles bleues ou blanches. On leur demande de toutes les rassembler pour que nous les collections. Nous avons également eu des conversations et la valeur de la vente des bouteilles est similaire à la valeur de ce que nous obtenons de nos clients. Donc, on n'augmente pas nos prix lorsqu'ils augmentent sur le marché. On les maintient pour que la pratique soit pérenne et que nos clients nous fassent confiance.
et que les prix annoncés sont bien ceux que nous allons leur, ce sont bien les prix que nous allons leur offrir. Nous avons augmenté les prix incitatifs depuis plusieurs années. Les clients sont contents et nous voulons vraiment pérenniser ces pratiques. Coca-Cola a changé la couleur de sa bouteille de Sprite il y a peu de temps et passé du vert et à l'argile. Et donc, parce que cela a plus de valeur. Donc, on a prévenu nos clients en leur disant qu'il y aurait un changement, mais en leur expliquant que la valeur augmenterait. Mais on n'augmente pas pour autant le prix incitatif. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Esther. Je crois que vous devez bientôt nous quitter, mais merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci pour cette contribution, vos contributions à la discussion. Il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Si vous voulez, n'hésitez pas à la lire. Il y a une question sur le rôle de l'échelle des municipalités, des communautés. Quelles sont vos leçons? Abigail, aimeriez-vous répondre à cette question en premier? J'essaye de comprendre la question. Vous me demandez si certaines pratiques au sein des communautés soutiennent ou présentent des défis. Est-ce que c'est bien ça? Je vais demander à Gareth d'étoffer sa question. Vous avez parlé de gestion technique, mais ce qui se passe dans les quartiers desservis, souvent il s'agit de la façon que les gens ont d'interagir avec les fournisseurs de services. Donc, je me demandais la chose suivante. Dans quelle mesure est-ce que c'est important pour qu'un projet réussisse? Est-ce qu'il faut l'adoption des gens? Est-ce qu'il y a des processus par lesquels ils doivent en passer via des politiques, par exemple? Dans quelle mesure est-ce important pour le succès d'un projet, en fait? C'est ça que je voulais demander. Merci d'avoir clarifié la question. Je pense que l'adoption, effectivement, l'acceptation de la population est cruciale. Et cela influe sur les leaders des communautés, les décideurs. Donc, il faut encourager les gens à accepter nos produits, nos services plutôt. Donc, lorsqu'on entre dans une communauté, on va identifier par exemple, les personnes avec des rôles importants, par exemple dans l'Assemblée. On essaye d'obtenir leur acceptation et ensuite ils peuvent s'adresser à d'autres personnes dans la communauté, ce qui fait que notre produit est mieux accepté. Si la population a confiance en un produit, en un service, parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient avoir confiance, alors il est plus simple d'avoir l'acceptation de la population. Mais si ces leaders d'opinion dans les communautés n'acceptent pas notre service, alors cela nous complique la tâche. Donc, on veille à leur fournir suffisamment d'informations pour qu'ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de nos services. Mais oui, en effet, ces personnes sont, l'acceptation de la communauté est cruciale et notamment convaincre les leaders d'opinion de ces communautés. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Je crois qu'il y a une autre question pour vous, Abigail, qui nous vient de Michael dans la boîte de discussion. Comment étendre votre entreprise? Comment la faire évoluer? Quelle a été la source du financement? Est-ce que ça a été financé par des sources externes ou internes? Oui, nous avons une question, un financement de sources externes, des marques, par exemple, mais nous recevons également des financements
pour nos activités grâce aux frais facturés à nos clients. Mais comme je le disais, nous essayons de devenir une activité pérenne et on espère ne pas dépendre de sources externes, mais davantage des revenus de nos clients. Après, nous essaierons de passer à l'échelle, mais il faudrait réduire nos dépenses, etc. Donc, c'est un calcul à faire. Ce que nous faisons, c'est de fournir des services et nous n'essayons pas d'étendre nos services sans planification. Donc, on ne passe pas on passe Customer. de communauté en communauté. Là, nous allons vers la communauté la plus proche. Donc, on ne doit pas aller trop loin entre nos anciens clients et nos nouveaux clients. Donc, on est très prudent et on ne veut pas connaître une croissance trop rapide pour continuer à fournir un service de qualité. Donc, on veut s'étendre du moment que cela nous permet du moment que nous pouvons assurer le niveau de qualité de nos services. Sinon, on ne serait plus, les gens ne nous enverraient plus, n'enverraient plus d'autres gens vers nous. Et donc, on s'étend volontairement d'une communauté à une autre, lentement mais sûrement. Greg, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, merci. J'ai un commentaire pour Gareth. Dans s'impliquer avec les communautés, parler avec les leaders d'opinion, etc., est important. Et il faut être très clair, leur expliquer que les services sont fournis dans l'intérêt de la population et non pour enrichir une personne ou une autre. Il est également important de ne pas faire de promesses qui resteraient lettre morte. Lorsque vous fournissez des services, vous devez pouvoir tenir vos promesses sur le terrain. Si votre service n'en est qu'à ses prémices et ne fonctionne pas, vous le saurez très, très rapidement. Et cela amènera de l'insatisfaction dans la communauté. Et je crois que cela s'applique dans tous les marchés. Si on ne fournit pas un bon service, alors les clients ne seront pas satisfaits. L'une des erreurs que les gens font en travaillant dans des communautés plus pauvres est que d'une façon, ils pensent que ce marché sera différent d'un autre marché. Mais il s'agit en fait de fournir un service de qualité et avoir tous les moyens qu'il faut pour assurer ce service de qualité. Merci beaucoup, Greg. Il y a une autre question sur la structure de gouvernance actuelle. Sont-elles formelles, informelles dans les communautés dans lesquelles vous travaillez? Abigail a dit qu'il fallait l'acceptation de la communauté grâce au soutien des conseillers ou leaders d'opinion locaux qui deviennent ensuite des ambassadeurs. Dans votre contexte, Greg, avez-vous fait face à des menaces ou peut-être juste une insatisfaction dans les communautés où vous opérez? Tout dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Il faut vraiment étudier chaque insatisfaction, chaque plainte individuellement. On opère dans 5 zones de Johannesburg et Victoria. Donc, je crois qu'au départ, durant notre projet pilote et en discutant avec les autorités locales, le sentiment était que ça, c'est notre propriété et nous voulons leur fournir des services.
Cela fait plusieurs années que nous sommes impliqués et on leur dit que nous n'essayons pas d'être des concurrents aux municipalités ou aux services offerts au niveau national. Nous sommes là pour apporter un accès à un service parce qu'on ne sait pas s'il y aura vraiment un réseau formel d'électricité. Donc, lorsque nous entretenions avec le gouvernement, nous avons toujours essayé d'avoir une approche positive. Et maintenant, nous avons plusieurs municipalités qui sont venues nous voir pour essayer de résoudre ce problème de l'électrification dans les communautés qui n'y ont pas accès. Merci beaucoup, Greg. Cela reflète la complexité du travail au sein des communautés et la difficulté qu'il y a à fournir un service qui devrait être procuré par l'État et comment gérer la relation entre les différentes parties prenantes. Mais en tout cas, il est bon de voir que vous avez une réponse positive des autorités locales ou régionales. Passons à la question suivante sur différentes hypothèses. Que vous, en tant que développeur de projets, entrepreneurs sociaux, quelle était votre première... Quelles suppositions aviez-vous en tête lorsque vous êtes arrivé dans ces communautés et comment avez-vous adapté votre approche, votre démarche dans les contextes dans lesquels vous êtes retrouvés? Abigail? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, notre service cible des communautés à faible revenu. Mais lorsque nous avons touché toutes les communautés à faible revenu du centre-ville, nous nous sommes rendus dans des zones périurbaines, dans des zones plus anciennes, avec des maisons mitoyennes, et ils avaient des problèmes de latrines. Donc, une des suppositions que j'avais, c'est que quand on arrive dans une première communauté, on va dans les zones les plus anciennes et on pense qu'ils ont besoin de toilettes. Mais lorsqu'on va dans une communauté pour voir quels sont les besoins, on s'aperçoit que certaines communautés ne pourront pas prendre nos toilettes parce qu'ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas les moyens de se le procurer. Donc, avant d'aller dans les communautés, je dirais que nos suppositions sont que nous allons rencontrer des défis. Donc, il nous faut parler aux communautés, à la population locale pour voir ce qu'elles ont. Certains préfèrent continuer à utiliser des toilettes publiques. D'autres vont avoir besoin de notre service. Mais il nous faut vraiment comprendre la situation. D'autres vont nous dire très bien, cette communauté n'a pas de toilette et aimerait en avoir. Donc, il faut vraiment raffiner ce profil de nos clients. Pas seulement nous dire on veut cibler les populations à faible revenu. Parce qu'on peut vouloir fournir des toilettes à différentes personnes, peu importe leur statut économique. Une fois que les communautés à faible revenu ont accès à des toilettes, peut-être qu'on peut s'intéresser à d'autres franges de la population qui n'ont pas accès à des toilettes chez eux et qui aimeraient avoir leurs propres toilettes. Donc, il nous a fallu diversifier nos services. On a voulu regarder à d'autres services d'assainissement qu'on pouvait fournir outre les contenants de toilettes. Certaines personnes n'ont pas de toilettes, mais ils préfèrent d'autres types de toilettes que celles avec les containers. Donc, est-ce qu'on peut leur offrir ces options? Je crois que nous avons répondu à certains de ces défis, mais parce que nous avons affiné le profil de nos clients pour atteindre davantage de personnes. Thank you so much. And I guess it also Merci links beaucoup. Et comme vous avez dit, il faut être intentionnel avec là où nous concentrons nos efforts.
Donc, Greg, est-ce que vous avez dû changer votre approche, vous? Je pense aussi que vous avez passé un peu de temps dans les quartiers informels en Afrique du Sud. Il y a des perceptions que ce sont des quartiers dangereux, là où il ne faut pas aller, que beaucoup de personnes au chômage qui sont dangereux, etc. Nous avons passé 5 ans dans Dupse, c'est le quartier, notre plus grand quartier. Et je pense que ces stéréotypes sont faux. 95% des gens sont géniaux, ils veulent juste vivre, travailler et s'occuper de leurs enfants comme les autres, quoi. Une petite partie de la population sont des criminels, mais nous avons employé des gens qui vivent dans ces quartiers, ils ont été promus, Donc, je pense que juste parce qu'on habite dans un quartier informel, parfois le gouvernement, ils sont oubliés par les gouvernements et aussi par le secteur privé. Le secteur privé perçoit ces quartiers comme étant des endroits où il y a des problèmes et ils ne pensent pas à ces quartiers comme clients potentiels. Et moi, ma perception a complètement été changée grâce au travail que j'ai fait dans ces quartiers. Bien sûr que ce ne sont pas des quartiers où on a envie de vivre, surtout en comparaison avec des quartiers urbains ou la banlieue, mais ils existent, ils vont toujours exister et il faut qu'on essaie d'améliorer les conditions dans ces quartiers informels au lieu d'essayer de les ignorer et d'espérer qu'ils disparaissent un jour. Merci beaucoup, Greg. Ah, je voulais juste ajuster une chose. Oui, allez-y, Abigail. L'autre chose que j'ai trouvée, quand on dit communauté précaire, ce n'est pas que tout le monde, les gens pas tout le monde qui habite dans un quartier précaire, pas tout le monde est pauvre. Certains ont des ressources. Ils sont juste pauvres en assainissement. Peut-être qu'ils auraient les moyens de construire une toilette, mais ils n'ont pas la place. Donc oui, certaines communautés, certains habitants de communautés préfères ne sont pas pauvres et ont les moyens de payer pour ces services. Chaque foyer a des télés, ils ont toutes les technologies modernes qu'on retrouve dans toutes les maisons. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment surprise. Oui, pardon, mon micro était coupé. Oui, on ne s'habitue pas à devoir allumer et couper le micro. Donc, merci beaucoup, Abigail et Greg. Une dernière question, donc. Si vous aviez un décideur ou un investisseur ou quelqu'un qui pourrait changer de façon dramatique vos opérations, quel serait votre message? Qu'est-ce qui vous permettrait d'offrir un meilleur service à vos clients? Greg? Donc, c'est très simple. En Afrique du Sud, nous avons des lois sur les subventions, les bourses d'électricité. Chaque mois, ils reçoivent une certaine somme d'électricité gratuitement. Nous avons
un exemple de ça dans dans l'énergie alternative, c'est-à-dire pas le réseau national. Donc, ce sont des bourses gouvernementales. Nous voulons que le gouvernement reconnaisse les fournisseurs d'électricité privés et leurs clients et leur offrir cette bourse. Si on réduit les factures, nous pourrions réduire la facture de nos clients par 2 si on recevait ces bourses. Et donc, nous voulons que cette bourse soit accordée à nos clients et que cet argent de la trésorerie nationale soit alloué aux clients et pas à la municipalité où elle n'est pas dépensée comme prévu normalement. Donc, cette bourse nous permettra de réduire la facture pour nos clients dans ces quartiers informels. Merci beaucoup, Greg. Donc oui, il faut trouver ces différentes alternatives dans les différents contextes. Et pour vous, Abigail? Donc, Greg vient de mentionner quelque chose de crucial pour nous, c'est le soutien du gouvernement. L'assainissement, c'est la responsabilité du gouvernement. Les toilettes publiques et d'autres entreprises d'assainissement ne payent pas la VAT, la TVA. Et ça rend nos opérations très chères. Cette année, l'année a introduit une autre taxe, même sur les entreprises qui ne gagnent pas un profit. On paye 5% de taxes supplémentaires. Et donc, ça rend notre travail encore plus compliqué. Et nous ne pouvons pas augmenter nos prix comme d'autres entreprises. L'assainissement n'est pas une priorité. Et donc, si on augmente nos factures, on perd des clients. Donc, les taxes, c'est vraiment un énorme défi pour nous. Si le gouvernement pouvait nous épargner certaines de ces taxes, on pourrait améliorer nos services. Et si on avait aussi des subventions, ça nous permettrait d'offrir nos services à un moindre coût. Donc, le soutien du gouvernement en soutien, en bourse et en imposition, ça pourrait nous permettre d'aider plus de personnes et d'avoir un service plus durable et d'offrir un service moins cher. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Le soutien du gouvernement est essentiel pour faire le travail pour lequel ils sont responsables. Il faut continuer à pousser le gouvernement d'offrir les services de base et avoir une collaboration avec des organisations comme vous, pour vous aider à offrir ces services et rendre votre travail plus facile au lieu de vous imposer des taxes supplémentaires. Donc, merci beaucoup à vous et à Esther. Merci de nous avoir parlé des possibilités, de nous parler de ce que c'est d'offrir les services dans les quartiers informels. Je suis certaine qu'avec votre travail,
vous avez pu vous rendre compte que c'est très différent le point de vue de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous pourrions essayer de réimaginer pour nos différents contextes, d'essayer de façonner les villes que nous méritons. Ça peut marcher pour tout le monde et pas seulement Merci d'avoir partagé votre travail et d'avoir amplifié cette innovation dans nos villes et nous avoir permis de reconnaître que la technologie, ou plutôt l'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est de trouver des solutions qui peuvent trouver des solutions pour nos enjeux sociaux et économiques. Donc maintenant, je vais donner la parole à Blake et merci aux participants de votre engagement, d'avoir posé des questions. Vous nous avez permis de réfléchir, c'était très utile. Et aussi, c'était utile aussi pour Abigail et pour Gail et pour Greg. Merci beaucoup. Et je donne la parole maintenant à Blake. Merci beaucoup. Merci à Abigail, Esther et Greg. Et merci pour votre travail et pour ce que vous faites au quotidien pour aider les gens sur le continent et de façon durable. Nous avons choisi ces droits projets précisément pour nous montrer ce qui se passe dans différents secteurs à travers le continent. Ces projets montrent comment nous pouvons changer les infrastructures dans les quartiers informels pour atteindre les ODD et d'une façon qui est africaine. Donc, nous allons lancer une nouvelle base de données aujourd'hui. Nous voulions regarder ce que ça veut dire d'avoir une infrastructure durable en Afrique. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un écart entre la définition globale dans un contexte africain et aussi les infrastructures africains qui ont beaucoup de différents critères, ils sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, nous avons établi 3 règles de base pour identifier une initiative d'infrastructure possible. Donc, il faut que ça bénéficie les pauvres. C'est le premier critère. Donc, si c'est seulement pour les riches, c'est exclu. Deuxième critère, si ça crée des emplois décents locaux. Donc, on va exclure tout ce qui a des sous-contrats. Et aussi des projets qui vont avoir un impact environnemental positif. Donc, en utilisant ces 3 critères, nous avons créé une base de données qui s'appelle infrahub.afrique. Nous allons lancer cette base de données aujourd'hui. Cette base de données regarde plutôt répertorie les innovations en infrastructure, que ce soit une application ou autre. Tous ces projets contribuent à ce qu'une infrastructure est censée faire dans une ville. Donc, je vais maintenant, nous allons visionner une vidéo qui vous fera visiter notre site web. Welcome to our website, InfraHub Bienvenue Africa. à notre site web, infrahub.africa. Les exemples d'infrastructures durables pour des villes plus équitables et durables. Nous avons besoin de votre aide. Êtes-vous passionné par la création de villes durables?
Donc, vous êtes au bon endroit. Notre site web agit comme un hub qui vous répertorie des études de cas à travers l'Afrique. Nous vous invitons à contribuer à notre site web. Nous allons maintenant visiter notre site web pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, première chose, comment explorer les études de cas. Ici, il faut cliquer sur « Explorer sur les études de cas ». Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page. Ici, vous pouvez regarder les différents exemples d'infrastructures, que ce soit des solutions d'énergie durable, de transport ou bien de la gestion d'eau et aussi la création d'espaces publics. Vous pouvez ensuite faire une recherche avec des mots-clés, par exemple l'assainissement, ou bien en utilisant le filtre. Par exemple, ici, vous pouvez chercher par pays, par exemple le Ghana, ou par exemple par infrastructure. Nous avons aussi d'autres filtres que vous pouvez utiliser pour vous assister dans vos recherches. Il est très important de partager votre étude de cas. Donc ici, il faut cliquer sur « Partager votre étude de cas ». C'est la fonction la plus importante. Ou bien vous pouvez cliquer ici « Partager votre étude de cas ». Vous allez vous retrouver sur cette page où vous pouvez remplir un formulaire simple. Ici, vous allez remplir les informations, les détails de votre projet, le contexte du projet, les fonctions durables. Vous pouvez mettre une photo de l'infrastructure ou bien des documents qui expliquent votre projet, le lien pour votre site web et aussi un lien vidéo. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur « Partager votre étude de cas » et ensuite, ce sera envoyé à notre équipe qui sera ensuite, ensuite, ce sera publié. Et vous allez devenir faire partie d'un mouvement pour améliorer les infrastructures. Pour ceux qui ne parlent anglais, vous pouvez aussi trouver le site web en français, en portugais, en arabe et aussi en swahili. Vous pouvez aussi utiliser sur votre portable. Donc, voilà les fonctions clés de notre site web pour partager vos études de cas, mais aussi pour apprendre. Nous vous invitons sur ce projet de collaboration. Ensemble, imaginons et créons des villes plus durables pour les générations futures. Infrahub.africa. Merci. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné une idée de comment fonctionne notre site web et que vous avez été inspiré d'aller sur le site web et de visiter les différentes fonctions. S'il vous plaît, aidez-nous à faire grandir cette plateforme. Nous voulons vraiment que ce soit un hub central pour avoir des exemples d'infrastructures et de projets à travers le continent.